L'invité du Tropique Midi. Maître Bizamba, bonjour. Bonjour Monsieur Seymour. Merci d'être avec nous, avocat au barreau de Paris, coordinateur du cercle politique La Rupture, qui est en fait un organe d'opposition au régime actuellement au pouvoir au Congo-Brazzaville. Vous venez de commettre un livre intéressant, de l'ethnie à l'État-nation, et c'est vrai que en Afrique, ce n'est pas encore la fin de l'ethnie. L'ethnie cristallise à chaque fois qu'il est question de pouvoir, c'est l'objet de votre livre, et de ses enjeux, des attachements, des antagonismes qui sont forts, voire quelquefois belliqueux. On a pu le voir notamment en Guinée, si j'ai bonne mémoire. Tout à fait. Il y a même, parfois ça se transforme en drame. On a encore le souvenir du Rwanda. Et c'est vrai qu'en Afrique, de façon générale, on n'a pas encore le surgissement de la nation, c'est-à-dire que une conscience qui place l'intérêt collectif avant l'intérêt particulier lié à son origine ethnique. On n'est pas encore à ce stade-là. Le cas du Congo-Brazzaville, par exemple, on a des groupes ethniques qui cohabitent dans un même espace géographique et qui se sont retrouvés là par la force de la colonisation. On a par exemple le groupe ethnique Congo, on a le groupe ethnique Teke et Ngala, qui sont des groupes ethniques qui se retrouvent au sein de l'espace géographique qu'on appelle le Congo-Brazzaville et qui, à travers leurs élites intellectuelles, conquièrent le pouvoir, luttent pour le pouvoir et exercent souvent le pouvoir en se fondant sur les ethnies, sur l'origine ethnique du chef et de son groupe. Et lorsqu'on parle de pouvoir dans des régions comme celle-ci, le simple fait de parler d'ethnie, c'est jamais innocent. Non, c'est jamais innocent. Mais ce qui est assez extraordinaire, c'est que les chefs politiques ne parlent jamais d'ethnie de façon générale. L'ethnie est ils vont épuiser leurs inspirations. Exactement. Oui. En fait, tout se joue au niveau de l'imaginaire. Il y a un imaginaire, il y a un langage qui est assez codé et qui fait que pour un dirigeant politique qui émerge, on voit son nom, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas à savoir quelles sont les idées qu'il défend, mais on cherche d'abord à savoir il appartient à quelle région et donc à quelle ethnie. À partir de là, on se détermine si on peut le soutenir ou si on ne peut pas le soutenir. Et donc les dirigeants politiques, de façon générale, ils ne parlent jamais au nom de l'ethnie, mais pourtant ils pratiquent l'ethnie de façon assez fort. Et nous, au Congo-Brazzaville, on a connu ces cas parce que à la conférence nationale de 1991, quand on est sorti de cette conférence nationale où il était question de construire une nation, les hommes politiques ont construit des partis politiques sur la base des ethnies. Donc on a connu par exemple le MCDDI qui est un parti du Congo-Brazzaville et qui est ancré que dans la région du Poul, qui est une région majoritairement appartenant à l'ethnie Lari. Donc c'est un parti qui à 99,99% appartient à l'ethnie Lari. Et c'est le cas du RDPS qui est un parti qui est majoritaire dans la région du Kwilu et où la majorité des gens, des militants appartiennent à l'ethnie Vili. Qu'est-ce qu'il faut? Un système de valeurs, une même culture, une même langue, un territoire, même si il est quelquefois symbolique. Oui, mais le problème c'est que c'est une bonne question. C'est-à-dire que c'est même le but du livre, c'est d'essayer de réfléchir sur les outils que nous pouvons mettre en avant pour passer de l'ethnie à la conscience nationale. Parce que au Congo-Brazzaville, on a deux langues vernaculaires, on a le Lingala et le Kikongo. Alors, ce qui apparaît, c'est que le Lingala est considéré comme une langue qui est parlée par les gens qui sont originaires du Nord et le Kikongo par des gens qui sont originaires du Sud. Donc déjà, par cette origine de ces deux langues, ça ne tend pas à unifier, mais plutôt à marquer les limites ethno-linguistiques du pays et ne permet pas donc au Congo-Brazzaville de pouvoir émerger ou faire naître une conscience réellement nationale. Donc nous, quand on réfléchit dans le cadre du cercle La Rupture, on essaie de se dire quels sont les outils à partir desquels on peut passer donc de cette conscience ethnique à la conscience nationale. Nous, on pense que le plus grand combat, c'est au niveau de l'éducation. Donc il faut investir le terrain de l'éducation, il faut par exemple créer des internats dans toutes les régions du Congo, faire en sorte que les enfants qui naissent dans les régions
du Sud, par exemple, je prends l'exemple de la région du Niari, qui arrivent au collège, qu'ils partent par exemple, passer leurs études, le reste de leurs études, notamment le collège, le lycée dans une région du Nord, en internat, ça peut leur permettre de s'imprégner de la culture congolaise, des aspects de la culture congolaise de cette localité-là, et puis véritablement de se sentir congolais et pas seulement comme étant originaire d'une région X ou Y. Mais dites-moi, ces dernières années, on a quand même vu des consciences nationales se développer sur le continent africain, et je me demande, est-ce que le langage des ethnies est toujours aussi mobilisateur ? Oui, je pense que... Mais le problème qu'on a en Afrique, c'est que même quand il y a une apparence de surgissement d'une conscience nationale, à la vérité, c'est plus de l'ethno-nationalisme. On voit parce que en Afrique, il y a des ethnies ou des leaders, des dirigeants qui appartiennent à une ethnie donnée, qui ont plus de conscience, je ne sais pas s'il faut dire nationale, mais qui ont le sentiment, en tout cas, de défendre une cause et qui se fondent sur leur ethnie pour faire comprendre à cette ethnie-là que les intérêts du pays ou ce que eux ils croient être les intérêts du pays sont menacés par une puissance extérieure, et ils mobilisent leur base ethnique, et cette base ethnique qui apparemment se mobilise pour les intérêts nationaux n'est pas prête à vivre en bonne intelligence avec les autres ethnies. On peut prendre l'exemple de la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, il y a eu pourtant un discours nationaliste, mais quand même, le paradoxe de ces discours nationalistes, c'est que ceux qui tenaient ces mêmes discours n'étaient pas prêts à accepter les autres ethnies de la Côte d'Ivoire qu'ils considéraient comme étant des ethnies halogènes ou extérieures ou n'étant pas nationales. Donc, alors, à ce stade, justement, j'ai une question. Est-ce qu'il est possible, sur une base ethnique, de mettre en place une organisation étatique correcte, avec des institutions qui permettent de faire fonctionner la société, par exemple dans le judiciaire, par exemple dans l'éducation Oui, mais ça c'est même j'en parle dans mon livre, parce que je me dis que il serait intéressant pour l'Afrique d'associer les détenteurs du pouvoir traditionnel dans la gestion du pouvoir politique. Ce serait très intéressant, parce que on a déjà le cas, par exemple, au Ghana, où on voit qu'il y a des chefs coutumiers qui sont associés dans le cadre des institutions de l'État. Parce que ça permet de diluer les frustrations ethniques. Exactement. Oui. Parce que voyez-vous, on a au Congo-Brazzaville, comme en Afrique, un peu partout, les dirigeants politiques, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils ont besoin de parler aux populations, ils passent par les chefs coutumiers. Ils passent par les chefs coutumiers, ils s'affichent avec les chefs coutumiers, et donc les populations qui restent fidèles aux chefs coutumiers, voyant l'homme politique s'afficher avec le chef coutumier de sa tribu, considèrent que cet homme politique doit être soutenu parce qu'il est en bonne intelligence avec mon chef coutumier. Or, si on arrivait à associer les chefs coutumiers, à signer ce que nous, au Cercle de la Rupture, on appelle un pacte ou un contrat social des chefs coutumiers. Une espèce de paix. Voilà, c'est-à-dire que réunir des chefs coutumiers, leur faire signer un accord de paix perpétuelle, basé sur les principes fondamentaux d'organisation de l'État, de répartition des richesses, de justice sociale et d'intégrité territoriale, et par la suite, à partir de ces pactes sociaux ou de ces contrats sociaux, faire de ces contrats sociaux un des éléments du préambule de la nouvelle constitution, c'est-à-dire un élément fondamental de l'État, et accorder à ces chefs coutumiers une institution dans laquelle ils vont siéger dans l'architecture de l'État, ça permettrait aux Congolais qui sont encore sensibles à cette fibre ethnique de s'identifier aux chefs coutumiers qui sont eux-mêmes dans l'architecture de l'État, et donc de s'identifier à l'État. Il n'y aura plus ce sentiment qui consiste à dire que comme il n'y a pas de ministres qui sont issus de ma région, donc je sens que ma région est exclue de l'État. Mais le fait que les chefs coutumiers soient à l'intérieur de l'État, ça peut faire en sorte que les gens, par identification, puissent s'identifier à l'État. Mais vous avez une phrase qui est terrible dans votre livre. Vous dites que le Congolais qui n'appartient pas à l'ethnie dominante ne prend ni ne donne le pouvoir, puisqu'il n'en a pas, et il n'a pas le droit de l'avoir. Oui, mais c'est la réalité d'aujourd'hui. C'est la réalité d'aujourd'hui, c'est que au Congo-Brazzaville, ce qui est extraordinaire, quand il y a une élite qui est au pouvoir, cette élite appartient souvent à une ethnie, et cette élite confisque le pouvoir, oui. En tout cas occupe tous les postes stratégiques du pouvoir. Je peux vous citer un exemple. Au Congo-Brazzaville, on a 44 généraux,
Et sur les 44 généraux, 33 généraux sont issus du Nord et 25 généraux sont issus de la seule région de M. Sassou Nguesso. Donc c'est pour vous donner une image de comment s'est réparti le pouvoir, les postes stratégiques dans le cadre du combat politique d'aujourd'hui tel que ça se pratique au Congo-Brazzaville. Donc l'appartenance à l'ethnie, ça détermine la participation au pouvoir et le partage du pouvoir au Congo-Brazzaville. Parce qu'au Congo-Brazzaville, on pense que la géopolitique est liée à la répartition des postes suivant les régions. La géopolitique, c'est pas une question de rapport de force où on se dit que le rapport de force politique pour telle partie exige qu'on puisse se comporter de telle ou telle autre manière, mais c'est plus en fonction de l'origine régionale ou ethnique. En tout cas, vous êtes en train de montrer dans ce livre, les ethnies sont une réalité qu'on ne peut ignorer. Non, on ne peut pas ignorer ça. Moi, je pense que faire de la politique au Congo-Brazzaville en faisant abstraction de la force de l'ethnie, c'est un peu vivre sur Mars ou sur Jupiter. Il faut avoir les pieds sur terre et penser que le facteur ethnique est un facteur sociologique de notre réalité, mais qui ne doit pas être considéré comme un déterminisme, mais qui doit être travaillé pour développer ces sentiments et faire en sorte que ça devienne une conscience nationale. Moi, je me rappelle même le président Lissouba, le seul chef d'État élu démocratiquement par suffrage universel de notre pays, en tout cas pour l'instant, il avait dit que on ne peut pas faire abstraction de l'appartenance ethnique, et tous les régimes qui se sont succédés nous ont montré ça. Mais maintenant, le devoir de notre génération, ce n'est pas de condamner le Congolais dans sa conscience en chute dans l'ethnie, c'est de faire en sorte que cette conscience ethnique puisse être sublimée en conscience nationale. Et c'est ça notre combat. Et ces définitions sont-elles suffisantes dès qu'on veut les appliquer à la réalité, Timbo ? Ah, moi je pense qu'il faut beaucoup de volonté politique. Il faut beaucoup de volonté politique et avoir aussi les outils pour le faire. Il faut avoir les outils pour le faire. Et nous sommes un cercle de réflexion. Nous réfléchissons dans ces sens pour avoir. Nous pensons que dans ces outils, on a l'éducation est cruciale, et il y a aussi le système judiciaire. Donc il faut qu'il y ait des lois qui puissent incriminer la discrimination sur la base ethnique et subventionner des associations qui vont lutter contre la discrimination tribale et ethnique, subventionner ces associations, organiser des séminaires, en faire un débat national et par l'éducation, par processus, arriver à ce que on puisse considérer le Congolais non plus sur la base de son origine, mais sur la base de son talent, de son mérite. Et voilà, je pense que le combat, c'est un peu comme en France, il y a le combat contre le racisme n'est jamais gagné, mais il faut le promouvoir. Merci Brice Zamba d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre livre, de l'ethnie à l'État-nation, et c'est paru dans la collection Point de vue chez l'Harmattan. Merci d'avoir été avec nous.